Bonsoir à tous. Cette année, les Camerounais se rendront aux urnes pour élire leur président de la République. Au sein de l'arène politico-médiatique, la question qui revient avec insistance, c'est bien évidemment celle de savoir si Paul Biya sera candidat pour un 8e mandat. Ou allons-nous assister à un passage de relais avec une plus jeune génération, comme certains le disent. Dans quel état se trouve l'opposition aussi politique camerounaise? Quelles sont les attentes des Camerounais pour les 7 prochaines années? Pour en parler, je reçois Frédéric Tchongui. Bonsoir, analyste politique. Merci de me recevoir. Et Yannick Fonnier, écrivain. Bonsoir, merci d'être sur notre plateau. J'espère qu'au cours de cette année électorale, on aura l'occasion de se revoir plus régulièrement pour aborder les enjeux de ces élections. Le président Biya n'a pas encore fait acte de candidature, même si dans son parti, le RDPC, il est considéré comme le candidat naturel du fait de la Constitution qui lui octroie la possibilité de se présenter et des statuts du parti qui font de lui le candidat naturel de sa famille politique. Lors de son allocution à la Nation le 31 décembre dernier, il a laissé quand même certains indices. On va réécouter, on va réagir dans la foulée. Mes chers compatriotes, l'année 2025 ouvre la voie à une nouvelle saison d'échéances politiques. Le calendrier électoral prévoit l'organisation de l'élection présidentielle et des élections régionales. Comme par le passé, ce sera un grand moment de la vie nationale. Saisissons cette opportunité pour consolider notre démocratie. J'en appelle à la maturité et à la responsabilité de tous les acteurs. Ils devront veiller à ce que le calme règne avant, pendant et après les élections. Je suis bien conscient que certains de nos compatriotes continuent d'éprouver des difficultés pour s'inscrire sur les listes électorales en raison du défaut de carte nationale d'identité. Nombre d'entre eux se trouvent également de leur propre fait en situation de double identité. J'ai ordonné les mesures nécessaires pour faire face à cette situation qui devrait être rapidement réglée. Camerounaises, Camerounais, l'année 2025 qui commence s'annonce pleine de défis. Je ne doute pas un seul instant qu'en restant le peuple uni et soudé que nous avons toujours été, nous ne soyons en mesure de les relever. Oui, mes chers compatriotes, nous saurons ensemble, comme par le passé, transformer ces défis en opportunités. Et nous continuerons ensemble notre marche déterminée vers le progrès dans la sécurité et la paix. Je suis particulièrement sensible au soutien massif que vous n'avez cessé de m'apporter toutes ces années. C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais ménagé aucun effort pour répondre à vos aspirations. Votre confiance m'honore et me sert de boussole dans l'action que je mène à la tête de notre cher et beau pays. J'ai pu vous assurer que ma détermination à vous servir demeure intacte et se renforce au quotidien face à l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés. Frédéric, comment vous avez trouvé le discours de son Excellence Paul Biya, président du Cameroun? Alors, le discours, bon, il a retracé, c'est un discours d'une vingtaine de minutes. Oui, c'est quand même assez... c'est un message qu'il voulait passer. Hein. Oui, oui. On dit qu'il n'est pas en bonne santé, mais il fait un discours assez long quand même. Oui, le discours a repris un petit peu l'ensemble de l'état du pays par rapport aussi aux grands chantiers qu'il souhaite mettre en place, qu'ils ont mis en place aussi, qu'il y en a qui ne sont pas terminés. Il a brossé le tableau
du pays. Il a aussi fait allusion à tout ce qui concerne les marchés capitaux. Il a parlé dans son discours des difficultés d'investir au Cameroun et les différents comment on dit, challenges auxquels le Cameroun sera confronté à partir de 2025. Mais 2025, c'est l'année électorale. Hein. Il a laissé une petite phrase assez intéressante. Oui, effectivement. Et bon, d'après, si on se base sur les textes du RDPC, c'est le candidat naturel dans le sens où... Mais il ne le dit pas, lui, qui va se représenter. Il ne l'a pas dit, effectivement, mais les textes et les statuts font de lui d'ores et déjà le candidat du RDPC. Et il y a une phrase qui laisse aussi, qui laisse présager ses ambitions. Exactement. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui, exactement. Il dit en fait qu'il n'a jamais été aussi engagé à servir. Sa foi, sa détermination restait la même depuis 43 ans. Donc c'est déjà remarquable en fait qu'on puisse avoir une telle ferveur pendant 43 ans. Bon, maintenant, est-ce que cette ferveur porte les résultats attendus? Ça, c'est une autre question. Par contre, il a commencé à répondre à une question qui lui avait été posée il y a cela quelques années. Parce qu'on lui avait demandé s'il comptait se représenter. Il avait dit, au moment venu, il dira s'il rentre au village. On va réécouter cette réponse. C'était lors de la visite du président Macron. C'était un journaliste de RFI qui lui avait posé la question. Romain, s'il te plaît. D'accord. Ma question, espérez-vous briguer un nouveau mandat en 2025 ou souhaitez-vous qu'une nouvelle génération représente le RDPC à la prochaine présidentielle? Vous ne m'entendez pas. Madame demande si en fait, tu veux briguer un nouveau mandat en 2025 pour le compte du parti. Je suis votre ambassadeur. Je vous remercie, madame. Comme vous savez, le Cameroun est dirigé conformément à sa constitution. D'après cette constitution, le mandat que je mène a une durée de 7 ans. Alors, essayez de faire la soustraction. 7 moins 4 ou 3, et vous saurez combien de temps il me reste à diriger le pays. Mais autrement, ça sera su. Quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informés sur le point de savoir si je reste ou si je m'en vais au village. Merci. Yannick, c'est pour vos propos. Justement, oui. Donc là, au moins, je pense qu'il a apporté des éléments de réponse à la suite. Au moins, ça, c'est exclu puisqu'il donne sa foi ou bien sa force à continuer de servir. Donc au moins, l'alternative de rentrer au village, ça, il faut commencer à l'exclure. Donc il fera bien partie, au moins, il a la volonté d'être là à l'échéance électorale 2025. Donc, en fait, l'analyse, il faut toujours la voir sur le plan, au moins sur 3 dimensions. La dimension légale, la dimension légitime et la dimension morale. Parce que, OK, légalement, il a tous les droits, il est autorisé par la Constitution à se représenter. Bon, si on fait fi des textes du parti qui sont secondaires. Maintenant, moralement, le président, il a un âge quand même assez mature. Un état de santé aussi un peu fébrile. Il y a quelque temps, il était un peu malade, quelque part en Europe. Oui. Et quelque chose d'assez important, c'est la délégation des signatures. Parce qu'il y a plusieurs années, il a fait une délégation permanente de signatures. Donc, je crois que lorsqu'on est tout en forme, lorsqu'on est au taquet, on essaie quand même de prendre tout sur soi, d'être là, d'être sur le terrain. Or, si on rentre sur ces statistiques, ces déplacements dans le pays, et si on rentre aussi sur le plan des statistiques en termes de réalisation, donc en termes d'apport en électricité et tout, donc on se rend compte qu'il y a pas mal d'efforts à faire. Bon, et après, ça reste légitime. S'il dit qu'il peut le faire, je suis justement, Yannick, parce que les classiques de son parti disent que c'est une décision qui concerne le parti. Donc, nous, les journalistes, on peut s'amuser à faire des débats. Est-ce que ce n'est pas légitime de se poser la question s'il est en mesure de continuer? Alors, moi, je vais me permettre. Je pense qu'il faut analyser les choses de manière chronologique, dans le sens où il est en pouvoir depuis 43 ans.
Ça veut dire que ça fait déjà quand même un certain temps. Et lorsque l'on analyse la démocratie au Cameroun, d'un point de vue, comme vous avez évoqué, légal... Il y a eu 2 chefs d'État depuis... Oui, effectivement. D'un point de vue légal et constitutionnel, on se rend compte que le pays, dans ses textes, est un pays démocratique et constitutionnel. Pourquoi? Parce que la Constitution est appliquée. Il y a aussi la répartition régionale au niveau de l'Assemblée nationale. Si je prends par exemple, je vais prendre un exemple concret, la région centre-sud et la région ouest ont à peu près, ouest, quand je mets ouest, je mets aussi, j'ai inclus le nord-ouest, le sud-ouest, ont à peu près le même nombre de députés. Donc il y a vraiment une représentation régionale. Maintenant, d'un point de vue de l'application de son pouvoir, il n'est pas bon, en général, de rester aussi longtemps au pouvoir. Et ce n'est pas le cas du Cameroun. Ça, c'est votre appréciation, mais sinon les textes... Non, ce n'est pas le cas du Cameroun, mais quand on parle de gestion d'un pays, il est bon qu'il y ait une alternance, parce qu'une alternance, ça montre aussi une alternance des idées, ça montre une alternance de projets. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas avoir une seule force qui pense aussi longtemps. Il faut qu'il y ait réellement une opposition qui permette ce changement. Ce que vous dites, c'est vrai que c'est un débat qui monte aussi. Hein. Il y a eu certains intellectuels, dont l'ex-banquier camerounais Babi Sakana, dans une lettre remarquable, qui a demandé au président Paul Biya de se retirer, de préparer la suite. Mais certains membres du parti du RDPC disent, mais le président Paul Biya est gage de stabilité. Est-ce que la candidature du président Paul Biya n'est pas aussi une question de stabilité pour le Cameroun? Mais la question, c'est stabilité dans quoi? Si vous êtes en train de souffrir et que vous êtes stable dans votre souffrance, à quoi ça mène en fait? Aujourd'hui, le Cameroun a besoin de rupture avec un modèle politique mis en place depuis les années 60. Donc on a eu 2 présidents, mais relativement dans le même système politique. C'est qu'aujourd'hui, le ministre, par exemple, Atanga du fait, on a eu des ministres par le passé qui faisaient pareil. Les gens comme le colonel Bamkoui, on en a eu l'équivalent dans l'ancien système. Donc on est dans une relative continuité depuis 60. Donc à un moment donné, je crois qu'il y a aussi la lassitude de la continuité. On aime bien la continuité ou bien la stabilité, comme il appelle, mais à un moment donné, tout exténue, quoi. Donc, cette question de continuité, il faut bien se la poser. Maintenant, est-ce que cette continuité répond aux enjeux du présent et de l'avenir? Je ne pense pas. On a beaucoup de questions, les questions environnementales, les questions de santé, les questions d'économie, de chômage et tout. Il faut le rappeler qu'au Cameroun, le taux de sous-emploi, c'est de 74%. Donc on a toute une grosse masse de la population qui n'est pas capable de se projeter sur une semaine en termes de revenus parce qu'ils ont des emplois assez précaires, donc s'ils n'ont plus de ressources au bout de 2-3 jours. Au Cameroun, des métiers comme, c'est local, hein, on appelle ça du call box ou bien du benskin, donc le transport à moto, où on peut gagner 1 000 à 2 000 francs par journée, c'est considéré comme de l'emploi. Or, la personne qui fait ça au bout de 3 jours, si elle arrête de travailler, elle n'a plus de revenus. Donc, on est dans une relative précarité sur la grande masse de la population. Récemment, il y a eu un accident sur la route Bafoussam-Douala. Donc, Bafoussam, c'est la 3e ville du pays. Et Douala, c'est la 2e ville du pays. Bon, 2e ville sur le plan démographique. Jusqu'à ce jour, on n'a pas de perspective. Donc, on a pas mal de questions en suspens dont on ne sait pas c'est quoi la réponse. Donc pour vous, ce n'est pas une question de personne, c'est plus même une rupture idéologique, politique qu'il faut. Si on a du Paul Biya, après Paul Biya, ça ne vaut pas la peine. On a aujourd'hui besoin d'une rupture systémique, rupture d'un modèle politique. Et il faut sortir de ce que Achibembe a appelé la post-colonie pour entrer dans une, je peux dire, une 2e république, c'est-à-dire une autre manière d'organiser des institutions qui répondent mieux aux aspirations des Camerounais. Parce que moi, je ne vais pas vous demander, mais au sein du RDPC, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui peuvent reprendre le flambeau? Moi, je pensais notamment à l'actuel Premier ministre Joseph Dion. Moi, je pense que... Ou c'est la rupture de la continuité, comme on dit. Non, le RDPC, et le RDPC, le parti des RDPC et FEOD, totalement est dédié à la personne de Paul Biya. Ça, c'est au niveau de son organisation et comment elle se projette aussi dans la République. C'est quand même M. Paul Biya qui concentre l'ensemble des forces aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il peut aussi diriger le pays par décret. Vous avez parlé tout à l'heure des signatures. Et le parti est réellement acquis à sa cause. Donc, voir une autre personne émerger, c'est assez utopique. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Machiavel, Le Prince, qui dit en général que qui fait état du fait que lorsque le président, lorsque un leader dirige, il ne prépare en général pas de dauphin. Pourquoi? Parce qu'en fait, les forces convergent vers ce dauphin. Donc si par exemple, M. Paul Biya annonce un dauphin aujourd'hui au sein du RDPC, les forces vont commencer à converger vers lui, et ce qui n'est pas dans l'intérêt du parti, il me semble. En tout cas, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Donc je pense qu'aujourd'hui, parler d'un dauphin au niveau du RDPC, c'est une utopie.
paraît pour... Dauphin, en fait, la Constitution a prévu qu'il y ait un dauphin. Au moins dauphin au niveau institutionnel, c'est-à-dire au niveau de la Constitution, on doit avoir un dauphin dans le pays qui, en l'occurrence, est le président du Sénat. Et justement, dans cette logique justement, de ne pas avoir de dauphin, on a un dauphin entre guillemets. C'est vraiment sur le volet institutionnel, mais au sein de la famille politique de Paul Biya, est-ce que... il n'y a pas de nom aujourd'hui, en tout cas. Si c'est la question littérale, il n'y a aucun nom. Bon. Parce qu'il y a le parti et aussi il y a le pays. Je ne sais pas quoi. Oui, et ça, en fait, si on regarde au monde, si on regarde les pays les plus avancés en termes de développement économique, on se rend compte qu'il y a une structure assez équilibrée. Déjà, le principe de séparation des pouvoirs, ça laisse quand même émerger 2 ou 3 personnalités qui sont, sinon équivalent, mais un peu en dessous du président. On a eu, par exemple, au Sénégal, on a eu le cas où un décret du président Macky Sall a été annulé. Et c'est grâce à ça qu'on a eu le président Diomaye Faye qui a été élu. Parce que si ce décret n'avait pas été, si ce décret qui repoussait les élections sénégalaises n'avait pas été annulé par le Conseil constitutionnel, on n'aurait pas peut-être eu ce président. Donc, le fait d'avoir le prince qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, donc qui est tout, la Sainte Trinité en une seule personne. Donc le fait d'avoir ça, c'est quelque part une polarisation qui, en termes de rendement, à la fois politique et économique, est un peu discutable. Même au sein du RDPC, on doit commencer à voir ce que quelqu'un a dit de relâcher les énergies. Donc laisser les gens s'exprimer, laisser les gens se positionner. Tout à l'heure, vous avez par exemple évoqué le Premier ministre John Gouté comme un dauphin potentiel. Ouais. Il a tous les droits. Donc maintenant, est-ce qu'il peut apporter la rupture? C'est à lui de formuler une offre politique. Donc c'est à lui de dire, OK, j'ai travaillé dans ce système, mais étant dans ce système, j'ai remarqué telle défaillance, telle défaillance, et moi je propose telle rupture. Donc il a tous les droits, mais c'est à lui d'apporter une offre innovante. Parlons maintenant de l'opposition. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, Maurice Kamto peut être considéré comme le principal leader de l'opposition? Alors, moi j'ai suivi son discours, parce qu'il a aussi fait un discours le 31, donc j'ai regardé ce qu'il disait. Bon, j'ai trouvé son discours intéressant. Je précise que je ne suis pas affilié, mais j'ai trouvé son discours intéressant parce qu'il n'a pas uniquement dénoncé ce qui ne marchait pas, ils ont aussi fait une offre de proposition. Donc c'était plutôt intéressant dans ce sens, et je pense que c'est dans cette initiative-là que le leader d'opposition, lorsqu'il sera réellement identifié, bon, moi je pense qu'aujourd'hui c'est Maurice Kamto de par sa stature, et on a vu aux précédentes élections en 2018, il a fait à peu près 30%. Deuxième, ouais. Voilà, donc c'est important. Donc je pense que oui, effectivement, au jour d'aujourd'hui, c'est lui le leader d'opposition, mais est-ce qu'il va remporter les élections en 2025? Ça, c'est une autre question. Yannick. J'ai également écouté le discours du président Maurice Kamto dans le président du MRC. C'était justement assez intéressant, assez prospectif. Et il a justement apporté cette question de rupture systémique. Donc il a dit qu'il faudrait qu'on ait de la rupture systémique. Et c'est ça en fait qui est important. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de réessayer un système vieux de 65 ans. Que ce soit au sein du RDPC, que ce soit au sein du MRC, ils doivent avoir cette hauteur de remettre en question le système qu'ils ont conduit depuis 65 ans et qui n'a pas les résultats. Aujourd'hui, les pays comparables au Cameroun, comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui a le double du budget du Cameroun. La Côte d'Ivoire qui sort de 10 ans de guerre et tout ce qu'on connaît. Donc, en termes de résultats, il faut se questionner parce qu'il n'y a pas les résultats. Or, continuer avec le même modèle dans le même environnement, c'est l'assurance d'avoir le même résultat, c'est-à-dire des résultats très en deçà de ce qui est faisable, très en deçà de ce que les pays comparables font. Donc, le président Maurice Kamto, pour revenir à lui, il a dit des choses assez intéressantes. Et je souhaite justement qu'il y ait plus de convergence vers cette approche de rupture systémique, parce que la tendance changer les hommes pour les hommes, ça ne mène pas grand-chose, parce qu'il y a beaucoup de pays en Afrique où on est déjà à 3, 4, 5 présidents des pays d'indépendance et rien n'a changé dans le fond. On a plein de pays, on a le Mali, on a le Burkina, on a plein de pays qui sont déjà 5-6 présidents et rien n'a changé. Donc le but n'est pas forcément de changer le président Paul Biya, mais c'est de changer le système qu'il incarne. Et ça peut venir que ce soit du MRC, que ce soit du RDPC, mais il faudrait qu'on laisse les gens remonter les nouvelles offres politiques et inciter sur ce côté changement systémique. Mais certains considèrent que le leader du MRC ne pourra pas se présenter parce qu'il a boycotté les dernières élections locales et législatives, donc il n'a pas d'élus locaux et nationaux. Est-ce que c'est un argument qui tient le coup? Ça également, il est revenu dessus parce qu'il y a ce qu'on appelle la hiérarchie des normes ou bien la hiérarchie des lois. Selon la Constitution, il est totalement autorisé à briguer un mandat. Maintenant, il y a justement la loi électorale, donc, qui est une loi secondaire.
Donc, c'est ça, justement, ça ouvre une certaine fenêtre pour l'arbitrage, parce qu'il faudra arbitrer, même si la Constitution lui donne tout le plein droit, maintenant il y a des lois secondaires qu'il faut relire. Donc, il est légalement apte à se présenter selon la Constitution. Mais pour vous, ce n'est pas un problème, hein. Alors, selon ce qu'il a dit. Alors, moi, je pense que, effectivement, quand on se base d'un point de vue, comme vous l'avez évoqué, effectivement, il a la possibilité de se présenter. Moi, je pense qu'il a boycotté les anciennes élections parce que il a trouvé d'abord, premièrement, qu'il y a eu des irrégularités en 2018 et il a souhaité, dans un second temps, ne pas partir dans des élections, aux élections locales, parce que je pense que dans sa volonté, ce n'était pas réellement l'enjeu. Pour lui, l'important, c'est vraiment de changer de personnes dirigeantes, c'est-à-dire prendre... Mais ça commence par avoir des élus aussi, oui, non, on ne gouverne pas seul. Vous savez, en politique, il y a diverses stratégies. Il y a ceux qui souhaitent s'implanter d'abord localement et ensuite développer, et il y a ceux qui souhaitent passer par d'autres, c'est-à-dire aller directement aux élections frontales. Je pense aujourd'hui qu'il a... Enfin, il a assez de rayonnance pour pouvoir directement aller au niveau des élections présidentielles. On va parler d'un autre opposant. Non, si je rebondis légèrement, parce qu'en fait, ils avaient boycotté les élections en posant quelques préalables à leur participation, croyant que ça devait être un élément de, c'est pas, ça veut dire de chantage politique suffisant pour pouvoir faire basculer le pays dans... Il y a le sujet du code électoral. Ils avaient souhaité qu'on le refasse parce que le code électoral est assez biaisé en faveur du système en place. Donc ça, il avait relevé comme point nécessaire, ou bien un préalable à sa participation aux élections. Il avait également posé le problème de la guerre au nord et sud-ouest, dont il avait posé cela comme condition à sa participation. Le temps passant, il s'est rendu compte que ça n'a pas porté les fruits. Donc ils se sont dit, OK, ça n'a pas porté les fruits, donc il faudrait qu'on repasse, parce que forcément, l'absence n'a pas porté des fruits, donc il faut la présence. Il y a un autre opposant, Joshua Ozi, du Front social-démocrate, qui lui a appelé à un front progressiste qui va rassembler les partis politiques, les organisations syndicales. Est-ce qu'il peut être, lui, aussi un pilier, un pôle de rassemblement autour de sa personne pour défendre un projet de rupture contre le président Biya? Ce qui est sûr aujourd'hui, ce qui est important lorsque l'on se base d'un point de vue politique, il est mieux de nouer des alliances afin de permettre une plus grande possibilité d'avoir le maximum de voix pour pouvoir peser dans les élections électorales. Et aussi, vous savez, en termes politiques, lorsque l'on... Ça, c'est la méthode, mais lui, le personnage en question qui fait appel, est-ce que lui, il peut être un pôle de stabilité autour de l'opposition? C'est possible maintenant. Maintenant, vous savez, comme je l'ai dit, le Cameroun reste quand même un pays assez où il faut réellement, quand on se lance dans des élections, il faut avoir une ferveur aussi populaire, mais est-ce que c'est souvent, ce n'est en général pas toujours suffisant. Il faut aussi pouvoir avoir la possibilité de se projeter, d'avoir un projet concret. Yannick Joshua aussi, il nous explique quoi? Monsieur Joshua, je pense que de mon point de vue personnel, il souffre de l'électoralisme. C'est-à-dire, il apparaît chaque fois qu'il y a des élections, mais entre deux élections, il y a eu pas mal de sujets dont on n'a pas suivi. Il y a eu la question des carburants, on a suivi le président Maurice Kamto, on a suivi Kaba Libi sur la question, lui on ne l'a pas suivi. Il y a eu pas mal de sujets, les sujets majeurs au quotidien des Camerounais, où il n'est jamais là. Donc, OK, pour incarner l'opposition, il faut déjà être en pôle position, c'est-à-dire qu'il faut être une voix portante qui porte au sein de la majorité de l'opposition. Si déjà au sein de votre parti, vous n'êtes pas vraiment établi, et encore, si on vous met... Parce qu'aux dernières élections, il a eu, je crois, 1,45, quelque chose comme ça. Donc, il était déjà troisième et à milieu des deux premiers. Donc, en termes d'effectifs ou bien en termes de popularité, il a encore du chemin à faire. Donc, il faut déjà qu'il commence déjà par faire renaître son parti, descendre de l'ancien président John Fundi. Il faudrait qu'il impulse une nouvelle dynamique au sein de son parti. Et cette dynamique-là qui pourra justement essayer de vendre aux autres pour pouvoir les onboarder avec lui. Mais tant qu'il est dans cet électoralisme qui disparaît après chaque élection, il réapparaît au prochain, ça serait un peu compliqué pour lui de se positionner comme leader de l'opposition au Cameroun. J'ai relevé une proposition du président Maurice Kamto. Il veut co-organiser la coupe du Monde avec la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria en 2038. C'est une idée. C'est une idée qui peut c'est une ambition. Ramener des voix. Je pense que d'un point de vue, lorsqu'on se base d'un point de vue électoral,
Les Camerounais, je ne pense pas que ce soit une priorité pour l'instant. Les Camerounais ont d'autres enjeux. Vous savez, on a organisé la CAN 2021. Donc le Cameroun a on va dire qu'il y a déjà eu une organisation majeure. Ce n'est pas la Coupe du Monde, mais ça reste une organisation majeure. Maintenant, la préoccupation des Camerounais aujourd'hui, c'est de savoir comment ils vont se projeter dans l'avenir, quel est le rôle de la jeunesse. Vous avez parlé tout à l'heure du secteur informel qui regroupe quasiment 75% des travailleurs et les jeunes aujourd'hui. Et vous savez, la difficulté que les jeunes aujourd'hui, la difficulté qu'ils ont, c'est que on a un système éducatif au Cameroun qui n'est pas en réalité avec les marchés du travail au Cameroun. Donc en fait, il faudrait... C'est pas seulement qu'au Cameroun. Oui, mais c'est... L'Afrique aussi souffre de ce phénomène. Mais là, on est sur le Cameroun, donc c'est pour ça que je relève. Donc en fait, essayer de plutôt, lorsqu'on veut parler aux jeunes, parce qu'il faut parler surtout aux jeunes. Et j'ai l'impression que parfois, nos leaders politiques ne s'adressent pas aux jeunes. Ils s'adressent déjà à la classe dirigeante. Il faut trouver des solutions concrètes pour les jeunes, parce qu'aujourd'hui, les jeunes constituent 50%, les moins de 25 ans, c'est 50% du Cameroun. Et donc, il faut être capable de leur parler et vous verrez qu'ils se lèveront en masse pour vous. Donc peu importe le leader qui sera en place et qui sera adoubé de l'opposition, s'il veut avoir une chance de s'imposer, il doit vraiment avoir un programme axé sur les jeunes qui définit. Yannick, pour conclure. Oui, en fait, sur cette question, j'ai eu une lecture particulière parce que dans mon dernier ouvrage, je parlais de l'espace économique du Golfe de Guinée comme nouvelle axe de projection internationale du Cameroun. Donc lorsqu'il a évoqué l'axe Abidjan, Accra, Yaoundé, Abuja, j'ai dit il manque juste l'Angola dans l'axe. C'est en fait de ce côté qu'il faut désormais regarder. Donc, je n'ai pas juste regardé ça sur le plan footballistique, mais sur le plan géoéconomique. Donc c'est cet axe-là, parce que lorsqu'on est le Cameroun, on est 30 millions d'habitants, et on passe le temps à se comparer aux pays de 2 millions d'habitants qui sont dans la zone. Je vous dis qu'on ne peut pas évoluer. Parce que lorsque vous êtes, je peux dire, d'une échelle de 1 à 10, vous êtes à 9 et vous passez le temps à vous comparer à celui qui a 1, vous n'allez jamais évoluer. C'est quand même le continent. Hein. Donc, oui, mais aujourd'hui, notre benchmark en Afrique sont ces pays-là. Donc, déjà, ouvrir cette brèche pour dire, si on veut faire des grandes choses comme la Coupe du Monde, voilà vers où il faut regarder. Moi, je l'ai perçu de manière très positive parce que c'était déjà ma vision dans mes ouvrages, dans mes publications. J'ai toujours œuvré et contribué pour qu'on ait cet axe-là. L'axe Luanda, Douala, Abuja, Lagos, Abidjan. C'est vers là en fait, qu'il faut se tourner parce qu'aujourd'hui, l'Afrique souffre d'un problème de sous-capitalisation. C'est-à-dire, lorsqu'on est face aux Chinois, les entreprises chinoises qui ont des capitaux illimités parce que c'est des entreprises pratiquement étatiques, on est face aux Américains qui ont la machine à billets. On est face aux Indiens qui sont 1 milliard et qui ont les machines. L'industrie africaine peine à décoller parce que nos États, prévisuellement, comme le disait Cheikh Anta Diop, ne peuvent pas faire quelque chose de grand. Donc, au-delà du football, lorsqu'on pense industrie, il faut penser cette axe-là. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai perçu ce projet de mondial, non pas seulement sur le plan footballistique, mais plus sur le plan géoéconomique pour le Cameroun. Oui. Très bien. Merci à tous les deux. Merci d'être passés pour vos analyses. Le président Paul Biya sera-t-il candidat pour un 8e mandat cette année? Que pourra faire l'opposition face à ce barbare de la politique camerounaise? Bonsoir chez vous et continuez les débats.